Délivrez-vous. Marc à la présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13e numéro de Délivrez-vous, que vous pouvez retrouver à présent sur le blog Culture Tout Azimut et sur YouTube. Marc au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle saison de l'émission. Ravi de vous retrouver après une longue interruption estivale. À mes côtés aujourd'hui, je salue mes chroniqueurs fidèles, Louise et Gabriel. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Très bien, contente de reprendre l'émission cette année. Ça va très bien aussi et pareil, en forme pour la nouvelle année. Alors sans plus tarder, place au générique et la première partie Délivrez-vous avec le livre du jour. Délivrez-vous. Première partie, le livre du jour. Pour notre 13e numéro Délivrez-vous, le livre du jour s'intitule Le sang, donner et recevoir. Cet ouvrage a paru aux éditions du CNRS. Il est dirigé par Jacques Chiaroni, Dominique Chevet, Caroline Berland-Bernheim et Pierre Lecause. Sur la couverture du livre, une peinture de Frida Kahlo où une femme nue est allongée sur un lit d'hôpital, les draps sont tachés de sang et de son abdomen s'échappent des fils rouges, sorte de vaisseaux sanguins. Marc, tu peux nous dire quelques mots sur les auteurs de cet ouvrage ? Ils sont une vingtaine à avoir contribué à cet essai. Ce qui est intéressant, c'est leur diversité de leur profil qui offre une approche complète du sujet. Il y a des médecins, des juristes, des philosophes et des anthropologues. Chacun apporte sa pierre à l'édifice en proposant une perspective différente à la problématique de l'ouvrage. Et justement, quelle est la problématique de cet ouvrage ? L'enjeu porte sur la collecte de sang en vue de l'utiliser lors de transfusions sanguines. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre comment faire pour inciter la population à effectuer ce geste de solidarité gratuit. Tout d'abord, il s'agit de proposer un état des lieux de la connaissance scientifique relative au sang, en mettant l'accent sur l'importance du sang pour traiter certaines pathologies et du besoin, par le biais des transfusions, de disposer de sang en quantité suffisante et de qualité irréprochable pour pouvoir soigner et guérir des patients. Il est également largement débattu de l'intérêt d'une éventuelle conservation des cellules souches contenues dans le sang placentaire recueilli au moment de l'accouchement. Je rappelle que les premiers essais de transfusion sanguine au XVIIe siècle se sont traduits par des fiascos retentissants. Il faudra attendre le XXe siècle pour que cette technique, associée aux découvertes sur les groupes sanguins et les phénomènes de compatibilité, soit adoptée. Tu nous parles d'anthropologie, et qu'est-ce qu'on apprend justement sur ce point ? Le sang n'a pas la même signification dans toutes les cultures, même si l'on peut trouver des invariants. Ainsi, le sang des menstrues représente incontestablement un mauvais sang. Je cite un bref extrait du livre qui me semble significatif. L'homme saigne par accident et blessure, là où la femme produit son propre saignement. La femme, dès ses règles, est convoquée par le témoignage de l'écoulement à justifier de sa virginité, de sa fécondité et de sa sexualité, dès lors que le sang témoigne par sa régularité de l'activité de son intérieur, sinon de l'intériorité de ses humeurs. L'homme ne perd que de la semence, et si son sang coule par la blessure, la guerre ou par la volonté de don, il se distingue dans le genre par le sang. Les enjeux symboliques liés à la transfusion sanguine sont immenses. En effet, il faut admettre que notre relation au monde, cartésienne, issue de notre histoire et de l'influence des Lumières, n'est pas partout partagée. Les auteurs rappellent que le sang sert de vecteur dans les rapports au divin et au sacré par le rituel sacrificiel. Le processus sacrificiel concerne les animaux, mais aussi parfois l'homme. Par conséquent, en fonction de la représentation sociale et culturelle liée au sang, l'idée de don de sang et de transfusion sera plus ou moins acceptable et acceptée. Que nous apprend l'essai sur le don du sang ? Les auteurs insistent sur le besoin en sang pour la médecine moderne. Malgré les progrès technologiques, le sang artificiel n'existe pas, et il faut donc recourir au don. Une des premières interrogations porte précisément sur le mot de don. En effet, ce n'est que depuis 1952, donc récemment, que le système français repose sur la gratuité et l'anonymat du don. Mais ailleurs, dans le monde, les modèles en place sont souvent différents. Les donneurs peuvent être dédommagés, voire rémunérés. Il est à noter que la position de la France relève plutôt de l'exception. Ailleurs, un commerce du sang existe. Il s'agit là d'une question philosophique et éthique. Les analyses comparatives proposées sont très intéressantes. Est-ce qu'il y a des difficultés en France par rapport au nombre de donneurs ? Les donneurs réguliers représentent environ 4% de la population. Il est à noter que tous les volontaires ne peuvent pas faire acte de don. Suite au scandale du sang contaminé dans les années 90, les conditions sont devenues assez draconiennes. D'ailleurs, souvent les donneurs sont des donneurs réguliers, et il est important de disposer d'un vivier pour renouveler les personnes auxquelles il est fait appel. L'anxiété est fréquemment un facteur qui freine le passage à l'acte pour le don de sang. Il est donc important de véhiculer des messages qui rassurent. Globalement, le pays est autosuffisant. Mais au-delà du chiffre global, il faut aussi regarder dans le détail car sur certains types de produits, il peut y avoir des manques. Ainsi, il faut préciser que les groupes sanguins et les phénotypes n'ont pas les mêmes fréquences selon les populations. Se pose alors la question pour les populations de migrants. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit ? Un des chapitres du livre est consacré à une enquête qui a été menée à Marseille où vit une importante communauté comorienne. Ce qui est mis en lumière, c'est l'importance d'avoir parmi les donneurs de sang
des gens originaires des Comores, sinon les stocks de produits compatibles ne sont pas suffisants et certains malades risquent de ne pas pouvoir être soignés. L'anthropologie est alors fondamentale pour comprendre le sens du sang dans cette culture et pouvoir mettre en œuvre des campagnes d'incitation au don qui soient efficaces car compatibles avec les représentations en vigueur. Ceci signifie donc que ce qui va marcher pour la population d'origine française ne marchera pas forcément pour la population d'origine comorienne et c'est là que l'anthropologie peut aider. Je vous propose, chers chroniqueurs, après cette présentation rapide du livre Le sang, donner et recevoir, que l'on passe à la première question de notre débat. On va commencer par la question du rapport au sang et plus particulièrement au don de sang. Alors première question, êtes-vous vous-même donneur de sang? Louise? Alors, j'ai très très honte de moi. Non, je ne donne pas mon sang. Une fois, j'ai voulu donner à la fac à Paris 4 et j'avais 9 de tension. C'est très très mal tombé. Mais j'y pense quand même de temps en temps. Il faudrait que je me bouge. Gabriel? Non, moi non plus. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais je le fais rarement. À Paris 4 aussi, il y avait ça à l'époque dans la fac. Déjà, une fois ou deux, c'est déjà avoir fait au moins une fois la démarche. Mais pareil, moi, les piqûres, j'aime pas trop ça. Et puis pour d'autres raisons aussi, j'ai pas trop envie de le faire. Par rapport à la statistique, de toute façon, on voit que 4% de la population française donne régulièrement, donc on est 3 autour de la table. Il n'est pas tellement surprenant qu'aucun d'entre nous ne soit un donneur régulier. Tu n'as pas répondu à la question. Si je viens implicitement de le dire, je ne suis pas non plus donneur régulier. Moi, j'ai dû donner une fois, un peu par obligation au moment du service militaire, et pour une explication, alors peut-être pas totalement identique à la tienne, mais j'ai une aversion particulière pour les prises de sang, pas pour les piqûres. Les piqûres, ça me dérange pas trop, mais les prises de sang, j'ai je sais pas. C'est la vue du sang qui gêne. J'ai jamais fait de piqûre. Ah, quoique les vaccins, ça me dérange pas en fait. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment la prise de sang. Parce qu'on me prend du sang et après, je me sens pas bien. Il y a toute une symbolique derrière. Tu disais qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles tu donnais pas. Ouais, mais que maintenant justement, ça motive plus à donner depuis que la loi a été modifiée, notamment pour les dons pour les homosexuels ou les populations à risque. Enfin, il n'y a pas de grand changement. Au contraire, c'est plus du foutage de gueule qu'autre chose. Ils ont légèrement modifié, mais ça sert pas à grand chose. Ça sert à rien. Il faut un an d'abstinence par exemple, donc c'est un peu grotesque. En fait, c'est juste pour le symbole, on va dire qu'ils ont un peu évolué, mais ça me dérange toujours parce que, certes, je comprends le fait que voilà, ils font attention aux populations à risque, mais comme je le disais, il faut aussi faire attention avec les populations hétéro qui peuvent très bien être porteurs de maladies ou de virus et ne pas faire attention non plus. Donc il faut faire ça pour tout le monde en fait, pas que pour certaines personnes. Alors ça, on va en reparler Ouais. tout à l'heure. Juste autour du don de sang, alors bon, on a vu qu'on n'était pas nous spécialement donneurs, mais on peut quand même participer au débat. Et que pensez-vous du fait qu'en France ce soit gratuit alors qu'ailleurs c'est payant? C'est donc, comme je disais, plutôt une question philosophique voire éthique, mais à titre personnel, vous êtes plutôt favorable au don gratuit tel qu'il se produit en France ou au don rémunéré tel qu'il se produit dans beaucoup de pays? Louise? Alors, le don gratuit, je trouve que c'est assez intéressant en termes d'éthique, en termes de générosité. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a la théorie, les principes, les idéaux et l'efficacité derrière, et notamment le coût, parce qu'il a été vu que le don gratuit était beaucoup plus coûteux qu'un don rémunéré. Justement, quand on voit toutes les campagnes de communication qui sont faites pour motiver régulièrement les donneurs, qui sont très très peu, la mobilisation de camions, de personnel, de collecte, sachant que des fois on a un seul donneur par heure, alors que le don rémunéré, justement, qui s'établit en moyenne autour de 50 € par donneur, est beaucoup moins coûteux parce qu'il y a beaucoup moins d'organisations à mettre en place et beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, on a vu qu'en Allemagne, près d'un tiers des Allemands ont donné leur sang, alors que on a 4% des Français qui sont des donneurs. Alors je laisse juste la parole à Gabriel. Le don rémunéré, on rémunère. Le donneur, on lui donne de l'argent pour qu'il donne. Ce serait moins cher, du coup, parce qu'en plus tu dois payer. C'est tous les coûts induits, c'est ce que nous explique. Les coûts induits, justement, des campagnes et de la mobilité qu'il y a, parce qu'effectivement, il faut se déplacer aussi pour faire cette communication. Donc ça induit un coût et surtout, c'est beaucoup de coûts au final pour très très peu de résultats. Mais par rapport à l'argument que tu cites, et après on laisse Gabriel s'exprimer, sur un sujet comme ça, qu'est-ce qui doit prévaloir? L'aspect financier, commercial, lucratif ou l'aspect éthique? Alors, je reviens sur l'aspect éthique, sur l'idée que justement, il peut y avoir un problème d'éthique induit de de ce coût qui est beaucoup moins grand que le don gratuit. L'Organisation mondiale de la santé avait noté que c'était un gros problème parce que ça pouvait induire beaucoup plus de personnes à mentir lorsqu'elles remplissaient le questionnaire pour pouvoir être payées.
Donc en termes de sécurité, effectivement, enfin surtout, en fait, c'est même pas une question d'éthique, c'est une question de santé. Parce que forcément, avec la mondialisation donc justement du don du sang, avec cette rémunération, je dirais que l'organisation a moins de chances de se faire, que ça peut être un petit peu plus l'anarchie, parce que forcément, tout le monde va courir. Après, il faudrait voir les chiffres, par exemple en Allemagne, où c'est fait. Il faudrait voir si en termes de sécurité à ce niveau-là, c'est beaucoup plus faible qu'en France. Dans le scandale du sang contaminé, c'était en France. Gabriel, sur cette question, gratuit ou payant? Gratuit, bien sûr. Le système français, je trouve, est bien là-dessus, pour plusieurs raisons. Donc déjà, pour l'éthique, oui, le fait que faire un don du sang, ça doit être une démarche personnelle et un engagement. Et pour moi, de se faire rémunérer pour donner son sang... Bon, certes, ça peut être pratique parce que du coup, on a plus de gens qui vont donner leur sang, forcément, parce qu'il y a une rémunération. Mais je pense qu'il y en a certains qui vont pas faire ça par une démarche purement personnelle, mais juste parce qu'ils ont besoin parfois d'argent. Et ça peut arriver à des dérives, comme tu as dit, sur l'honnêteté et aussi sur la fréquence des dons. Parce que normalement, je crois qu'il ne faut pas refaire de dons trop fréquemment, parce qu'il faut que le sang se régénère. Et du coup, peut-être que s'il y a une rémunération, les gens seraient incités à mentir sur la dernière fois qu'ils sont allés pour essayer de... Donc c'est ça qui me dérange dans la rémunération sur les dons. Que ça soit gratuit, c'est... Pour moi, montre la démarche personnelle. Après, en France, il n'y a que 4% de dons, mais apparemment, pour l'instant, on est assez autosuffisant, je crois, même si c'est toujours mieux d'avoir plus que ça. On parlait de dons du sang, mais si on va plus loin, c'est les dons des organes après la mort. Et la question se pose aussi, est-ce qu'on choisit un système comme en France, ou est-ce que, comme il peut y avoir des perversions, je pense notamment en Inde, où des gens... contre rémunération, sont amenés à donner un rein parce qu'on sait qu'on peut vivre avec un seul rein. Qu'est-ce que vous en pensez, Louise? Je pense qu'au niveau des organes, c'est bien qu'on soit dans cette thématique de don, mais après, est-ce que si effectivement c'est rémunéré au niveau des organes, est-ce que effectivement ça sauverait plus la vie de certaines personnes qui auraient moins ce problème de liste d'attente? Effectivement, je ne suis pas pour la rémunération en termes d'éthique. Mais s'il y a plus d'efficacité, si ça peut sauver des vies, voilà. Mais le don, pareil, d'organes, souvent le médecin demande toujours à la famille s'ils veulent donner, pour les personnes mortes, je parle. Donc du coup, là aussi, c'est pareil, c'est une démarche, un choix qui est fait. Et avec la rémunération, il y aurait peut-être des gens qui seraient tentés de donner les organes, même si le défunt n'est pas d'accord, parce qu'il y a aussi cette problématique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau international, il y a assez peu de pays qui, comme en France, ont des comités d'éthique, font des lois de bioéthique. Ça se voit notamment sur les recherches sur les embryons, toutes ces choses-là. En France, on est un peu le pays des Lumières, avec une position qui est souvent un peu atypique. Gabriel sourit. Toujours, c'est la spécificité de la France, et moi je suis fier de ça d'ailleurs, qu'on ait une position toujours un peu particulière par rapport aux autres. Mais le fait qu'il y ait aussi des comités d'éthique et tout ça, c'est peut-être à cause du sang contaminé. Je pense que du coup, on a évolué sur toutes ces choses-là, alors que dans d'autres pays, il n'y a peut-être pas eu ce problème. Oui, mais il y a aussi des pays. En France, par exemple, on peut pas faire de diagnostic préimplantatoire en cas de fécondation in vitro, alors que dans d'autres pays, on peut le faire. Et ce qui fait ça leur permet de sélectionner, de faire naître de préférence des petits garçons qui auront vocation à être blonds plutôt que des filles qui auront vocation à être brunes, par exemple. Louise. Ouais. Non, en fait, moi, je voulais revenir justement sur la situation en France par rapport au don du sang gratuit ou rémunéré. On voit de changements, justement. On commence à parler de rémunération. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire du monopole de l'EFS. L'EFS a perdu son monopole en février 2015. Établissement français du sang. Voilà, excusez-moi, je n'ai pas notifié. Parce qu'en fait, il y a eu toute une affaire juridique qui a été lancée par Octopharma, un laboratoire qui en fait s'est vu refuser en 2010 la commercialisation de son plasma purifié, donc purifié par solvant détergent, on l'appelle plasma SD, et en fait il s'est vu refuser cela par l'agence du médicament. Donc en fait il contestait la classification de son plasma SD en produit sanguin labile. Alors qu'est-ce qu'un produit sanguin labile? C'est un produit à usage thérapeutique issu d'un don du sang. Donc ça peut être les concentrés de globules rouges, les plaquettes ou le plasma.
Et en fait, le problème, c'est que l'EFS détient un monopole sur un produit que lui ne voit pas comme un produit sanguin labile, mais comme qu'il veut mettre sous le statut de médicament. Et en fait, la Cour de la justice de l'Union européenne lui a donné raison en 2014. Et depuis, justement, l'EFS s'est vu retirer son monopole sur la commercialisation du plasma SD en février 2015. Et c'est là, justement, qu'on se pose dans cette problématique de la concurrence et que plusieurs entreprises commencent à se dire qu'elles peuvent commercialiser le don du sang et qu'on va vers, justement, le don rémunéré, même en France. Voilà. Oui, sachant que par rapport à ce que tu dis, on peut aussi imaginer que le don, lui, reste gratuit. Enfin, autrement, on ne parlerait pas de don. D'ailleurs, on parlerait d'achat du sang, mais qu'ensuite, les produits récupérés grâce à la générosité des donneurs soient, eux, transformés, puis commercialisés au point d'en faire des bénéfices. Et là, on n'est pas loin aussi de domaines très rémunérateurs, comme par exemple les laboratoires pharmaceutiques. Exactement. Gabriel, sur cet aspect économico-financier, quelque chose à rajouter ? C'était assez clair, je suis assez d'accord avec la position de Louise là-dessus. J'avais une question moi sur est-ce qu'on sait à peu près dans les dons du sang combien il y a de pertes entre guillemets, c'est-à-dire de plaquettes qui seraient pas bonnes ou des trucs comme ça en France. Non, là-dedans, il y a pas depuis le sang contaminé, en fait, je pense qu'on a fait des efforts sur. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'affaire du sang contaminé, à partir de sang prélevé lors de campagnes de dons de sang, il y a toute une batterie de tests qui sont faits. Il n'y a jamais du sang qui est prélevé puis directement réinjecté dans un malade qui en a besoin. Donc ça coûte très cher là aussi puisqu'il faut faire tout un tas de tests. Alors c'est là où on peut se demander si ce volet économique doit rentrer par rapport au volet sécurité sanitaire, puisque derrière le drame du sang contaminé, c'est aussi des gens qui sont morts, des gens à qui il a fallu reverser des pensions et tout ça. Bon. Donc voilà, c'était pour notre premier sujet autour du don du sang. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans ce livre Le sang donner et recevoir, il y a aussi tout un aspect anthropologique que moi j'ai trouvé assez passionnant. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes là-dessus, autour de la symbolique du sang. Alors, on l'a vu dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, l'homme, c'est le côté viril, le côté guerrier. La femme, c'est le côté des menstrues, le côté des règles, le sang vicié. On est sur une partage entre eux et nous, les deux groupes qui se retrouvent très souvent en anthropologie. Et là, pour le coup, c'est un invariant mondial. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel ? Oui, cette question-là, tu avais donné un exemple tout à l'heure, on la retrouve très loin dans l'histoire. Au Moyen-Âge, c'était déjà les idées, comme tu disais, que la femme... avec les menstruations, ce qui faisait déjà l'inégalité entre les hommes et les femmes qui était forte à cette époque-là, et dans tous les domaines, aussi bien dans celui du sang qu'on voit clairement ici. Où en gros le sang était, pour la période médiévale en tout cas, en Europe, perçu comme quelque chose de malsain et de néfaste. Voire tabou. Ouais. Louise. Justement, le Courrier international avait fait un dossier là-dessus, sur justement le tabou des règles. En ce moment, ça revient un petit peu à la mode, ce sujet, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de pays où beaucoup de femmes ne sont pas tenues au courant, où il n'y a rien en termes de communication sur les règles. Et il y a eu une étude qui a été réalisée donc, par une application de suivi des règles qui s'appelle CLU, et la Coalition internationale pour la santé des femmes, et qui révélait, alors là c'est assez drôle, que en fait, la majorité des femmes usaient d'euphémismes pour évoquer leur menstruation. Donc c'est 90 000 femmes de 190 pays qui ont été questionnées par rapport à leur rapport aux règles. Et donc la grande majorité indique effectivement il y a des appellations différentes et il existerait apparemment plus de 5000 termes pour évoquer les règles. Alors chez les Allemands, tu nous en cites quelques-uns ? Oui. Chez les Allemandes, on évoque les fruits, donc la semaine des érelles. Chez les Américaines, c'est la visite de temps de flot, en référence au terme flow en anglais qui signifie le flux. Et puis la fameuse expression française, héritée de la défaite napoléonienne, les Anglais ont débarqué. Voilà. Donc on l'aura compris, il y a un véritable tabou autour des règles. Et d'ailleurs, par rapport à ce tabou, on peut mettre ça en lien avec la fameuse polémique, si vous en avez entendu parler, sur Instagram, lorsqu'il y a une femme qui s'est prise en photo, donc en pantalon, avec une tache de sang au niveau de son entrejambe, et la photo a été censurée.
Et donc, cette censure de Instagram montre qu'encore une fois, effectivement, les règles, il ne faut pas en parler, il ne faut pas le montrer. Et donc, cette fameuse problématique des menstruations, il y a aussi les débats sur la taxe tampon. Parce qu'effectivement, la taxe tampon, c'est assez drôle quand on se par dit... rapport à la TVA. Voilà, qui coûte donc c'est assez cher. Et donc, c'est quand même assez drôle de se dire que certains ne comprennent pas qu'effectivement, c'est un produit de première nécessité et que le problème du tabou des règles aussi, ça fait que il y a 48% des jeunes filles en Iran, selon l'UNICEF, qui perçoivent les règles comme une maladie. Et pour ça, je ferai une petite référence au fameux film Carrie au bal du diable, qui est inspiré de l'œuvre de Stephen King, qui a été adapté par Brian De Palma, où on voit une fille donc, qui est oppressée par une mère catholique et folle, et qui, cette fille, donc, elle se retrouve dans les douches, et ça, alors là, c'est la crise de panique, c'est les premières règles. Et alors, elle commence à en parler à sa mère, et sa mère catholique l'enferme, parce que non, les règles, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et toutes les filles se moquent d'elle dans la douche, et donc c'est toute cette, justement, je trouve que Carrie au bal du diable, c'est un bon film, justement, pour parler de la thématique du sang, sa symbolique, et le tabou des règles. Donc ça, c'était sur le versant féminin, en fait, du sang. Le sang, il est aussi, et on va laisser la parole à Gabriel, ambivalent, je dirais, puisque d'une part, il y a le côté qu'on vient de voir, mais on dit aussi quand on est plein de vigueur, qu'on a un sang fort. Côté de l'homme, c'est aussi ça. Et puis le sang, c'est le porteur de maladies, puisqu'on pouvait parler du sida qui se transmet par le sang, mais il y a plein de maladies qui sont... Le sang est un formidable vecteur des maladies, des parasites. Donc, à chaque fois, compliqué. Qu'est-ce qu'on en fait ? Gabriel, peut-être réagir par rapport à ce qu'a dit Louise déjà ? Oui, non, mais c'est exactement ça. Et le film, je pense, c'est très bien pour montrer, surtout à l'époque donc de la mère très catholique, le tabou que c'était à l'époque, surtout pas de cacher ça, ce qui est totalement contre-productif, même pour eux, parce que le fait de ne pas en parler, ça développe des mythes, des questions pour ces jeunes filles qui, après, alors que si la dame le disait directement, peut-être que ça fait évoluer les choses d'une meilleure façon. Mais le film, ouais, je l'ai vu aussi, et je trouve qu'il est assez bien pour comprendre justement. Le tabou là-dessus. Par là, contre, sur les ne règles, regardez surtout pas le reboot, surtout pas. Et donc, pour revenir sur ce que tu m'as demandé, ouais, le sang, au niveau masculin, entre guillemets, ça a plutôt... là, je me réfère toujours à la période médiévale des rois. Déjà, on peut parler de la filiation par le sang pour les rois de France, qui devaient être de la même famille. Et donc, ce qui montrait aussi une certaine façon le sang noble, entre guillemets, le sang bleu. Certaines filières, le sang bleu, voilà. Donc, ça avait aussi cette signification-là pour certains. Et notamment quand un guerrier mourait au combat, c'était une forme de bravoure, parce qu'il était valeureux. Il était valeureux, c'est ça. Donc, du coup, il y avait le sang-là était plutôt bien perçu quand il était fait meurt au combat ou qu'on avait souffert dans le combat, ou du coup le sang noble des grandes familles royales en Europe par exemple. Et pour revenir sur les maladies du sang, il y en a eu, aujourd'hui on connaît le sida, mais à toutes les époques il y a eu des problèmes. Alors, le sida, c'est pas une maladie du sang. Oui. Le sida est transmis par le sang. Une maladie du sang, ce serait par exemple la leucémie. C'est ça. Mais du coup, toutes ces maladies-là qui sont transmises par le sang. Et notamment, il y avait la syphilis aussi, et plein de maladies, variole et tout ça. Par exemple, Louis XV, il me semble, lui avait attrapé des maladies, pas du sang, mais des maladies qui sont transmises par là, du fait qu'il allait voir beaucoup à droite à gauche et beaucoup de maîtresses, qui fait qu'à la fin de sa vie, il était vraiment assez décomposé au niveau... Alors, est-ce qu'il avait rattrapé les maladies par le sang ou par le sperme Mais je sais pas trop, mais en tout cas, ça montre qu'il y avait quand même déjà des problèmes à ce niveau-là. Alors je reviens sur le livre donc, qui insiste, avec l'exemple comorien, sur l'importance de faire un lien, pour les médecins par exemple, avec la connaissance anthropologique qu'on a. C'est-à-dire que l'exemple, c'était à Marseille, une enquête de grande ampleur qui montre que la population comorienne donne relativement peu son sang et qu'elle n'est pas du tout réceptive aux campagnes de communication et d'information à visée de la population entre guillemets française. Et c'est là où je pense que c'est très intéressant d'avoir ces connaissances anthropologiques, parce que c'est pas que les Comoriens ne veulent pas donner leur sang, c'est que simplement pour les inciter, il faut des campagnes différentes, parce que la symbolique qui est associée n'est pas la même dans leur culture que dans la nôtre. Alors là, je prends un exemple parce qu'il est bien développé dans le livre, mais si on lit un peu d'anthropologie, on peut avoir des dizaines d'exemples. Et moi, il me semble, c'est une des réflexions qui m'est venue en lisant le livre, même s'il n'en parle pas directement, que
notamment dans les études de médecine. Alors, je sais que les études de médecine sont déjà très très longues, qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, mais il me semble qu'il faudrait aller de plus en plus vers des initiations à certaines sciences humaines. Alors, ça pourrait être la psychanalyse, ça pourrait être la psychologie, l'anthropologie, et sur cet exemple-là, on voit que souvent les médecins, en tous les cas les médecins les plus anciens, je dirais, puisque effectivement, comme tu dis Louise, il y a eu des réformes des études de médecine et il y a des initiations, des sensibilisations, mais moi je pense que c'est très utile, parce que on est quand même dans un pays, même si certains, à l'approche des élections présidentielles, voudraient que ça soit de moins en moins le cas, qui est quand même un pays de métissage, et connaître les représentations autour. Là, aujourd'hui, on parle du sang, mais il n'y a pas que le sang. Dans les différentes cultures, ça permet d'éviter des malentendus qui ensuite vont faire que la guérison va pas être efficace, parce que, par exemple, simplement, quelqu'un issu d'une culture ne va pas prendre certains médicaments ou va refuser la transfusion sanguine. Alors, par rapport à ça, je vois que Gabriel a envie de réagir. Une précision déjà, pour rappeler les Comores, où ça se trouve, c'est dans l'océan Indien, à côté de Madagascar. C'était une ancienne, pas colonie, mais... territoire français. Et c'est à côté de Mayotte. Voilà, et justement, et il y a le cas de Mayotte qui est intéressant, qui est à l'intérieur des Comores et qui, lui, au moment de l'indépendance, a voté pour rester et est un département français. Et on peut voir la différence où à Mayotte, même si c'est un territoire très pauvre, le plus pauvre de France au niveau départemental, où il y a quand même des campagnes qui sont faites du fait que c'est un département français, qu'il n'y a pas de l'autre côté au niveau des Comores. Et donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils font partie de la même culture, comme tu disais, anthropologique, mais que la France, du coup, comme elle a ce territoire-là, on voit la différence entre les dons du sang à Mayotte et les dons du sang aux Comores qui sont un peu différents. Et c'est peut-être du coup le fait que... Sachant que c'est pas non plus le même système de santé. C'est ça, mais du coup voilà, parce que c'est quand même un territoire où c'est un régime très autoritaire, limite une dictature, et donc du coup la perception est un peu différente. Pour préciser pour nos auditeurs par rapport à ce qui était dit dans l'étude qui était faite à Marseille, qui pour le coup n'est pas la même chose que ce que tu viens de dire, qui pourrait se passer à Mayotte ou aux Comores, c'est-à-dire qu'à Marseille, le noyau dur des donneurs de sang sont des Français de souche, entre guillemets, j'aime pas du tout l'expression, et donc ça pose un problème pour soigner les Comoriens, parce qu'il y a les phénotypes qui sont pas tous compatibles. On va pas avoir la même problématique à Mayotte, puisque à Mayotte, si on a des donneurs de sang, globalement, ils vont être plus compatibles avec la population locale. Voilà, c'était une petite précision. Louise ? Non, je voudrais revenir sur les études de médecine. Ayant fait une année de médecine, pour vous rassurer, on a des cours d'anthropologie, de sciences humaines et de santé publique. Et logiquement, à partir du moment donné, on a des cours de santé publique. On ne peut qu'être en cohérence avec l'anthropologie, parce que pour développer des stratégies de santé publique, il faut marcher sur des statistiques, sur des populations, et savoir exactement à qui on s'adresse. Et notamment, il y a aussi l'aspect religieux qui est beaucoup mis en avant en médecine, pour aussi savoir donc quelles pratiques médicales sont refusées, donc quels préjugés sont portés dans telle ou telle population par rapport justement, parce que je pense qu'effectivement chaque ethnie a un tabou ou une vision culturelle, donc que ce soit les organes, que ce soit le sang, n'importe quoi, et donc qui va prédisposer son rapport à un médecin. Donc, on pourrait prendre les témoins de Jéhovah par exemple, qui refusent les transfusions sanguines. Alors c'est rassurant ce que tu dis pour le fait que ce soit inscrit dans les études de médecine. Là où je mettrai, pas dire un bémol, mais une interrogation, c'est est-ce que les étudiants en médecine, qui ont plein de choses à apprendre, sont eux-mêmes convaincus de la pertinence de ces cours-là, qui sont des cours qui peut-être sont pris un peu à la légère, parce que par rapport aux cours purement médicaux et aux mathématiques, il faut, surtout si c'est en première année, il faut passer en deuxième année. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ayant vécu la première année et ayant vu ce qu'on appelle les primants et les doublants, donc c'est la fameuse guerre entre les primants et les doublants. Donc les doublants, c'est ceux qui redoublent leur année et qui ont juste cette dernière chance pour remporter les concours. Là où l'intérêt se porte, c'est surtout sur la biologie cellulaire, donc les matières la qui rapportent au concours. Les matières qui rapportent au concours, parce que effectivement, donc alors nous c'était assez drôle, parce que donc moi j'ai suivi cette formation à Paris 13. Donc on avait vraiment de tout, on avait économie, psychologie, santé publique, anthropologie, sciences humaines. Alors nous, on nous avait surtout donné plein de cours différents dans la logique de se réinsérer dans une autre formation. Se réorienter. Donc moi, je trouvais ça assez drôle, parce que l'idée, c'était de nous dire, bon écoutez, vous allez être très peu à le réussir, donc réorientez-vous. Sauf que le problème, c'est que
déjà on a beaucoup de trucs à apprendre, donc si en plus, bien évidemment les matières étaient passionnantes, mais si en plus on doit apprendre d'autres matières, donc pour dire qu'en première année, la plupart des étudiants en médecine sont juste obnubilés. Se focalise sur la biologie cellulaire. Voilà, sachant surtout que les questionnaires sont extrêmement vicieux. Nous on avait un prof qui était particulièrement sadique, qui changeait ne serait-ce que la particule et qui changeait tout le sens. Donc voilà, il y a énormément à apprendre et on n'a pas le temps de s'intéresser à l'anthropologie. Et même le si risque, c'est c'est passionnant. que ces matières-là soient un peu considérées comme des options dans les classes précédentes. C'est-à-dire, on y va. Alors, On c'est pas une s'intéresse option. un Là, peu, c'était mais- obligatoire pour ma formation. Mais bon, je pense que les élèves en médecine considèrent ça comme une option parce qu'effectivement, il y a ce côté extrêmement scientifique et le côté humain, il n'est pas trop là, quoi. Ouais, mais d'un côté, il faut les valider ces matières, donc il y a forcément un travail qui est fait. Si c'est des matières obligatoires, il y a quand même un travail dessus. Bah oui, sinon, un bon médecin doit tout savoir faire. Il doit connaître toutes les matières. Alors, disons que les Mais médecins, ça, c'est pour les très bons médecins. les médecins qui aujourd'hui ont entre 40 et 60 ans, je ne suis pas sûr qu'ils soient très formés à ces matières-là et c'est bien dommage. Oui, mais ça, parce qu'il y avait moins à l'époque. Alors, je voudrais vous conseiller deux livres, en plus de celui dont j'ai parlé. Donc, un qui s'appelle Le goût du sang, croyances et polémiques dans la chrétienté occidentale, paru en 2005, de Vanessa Rousseau. C'est très intéressant si on veut aller s'intéresser aux représentations autour du sang. Et puis aussi toute l'œuvre de l'anthropologue Françoise Héritier, qui nous montre, à travers ses études interculturelles, la fréquente association qui existe entre, d'une part, le sang, d'autre part, le sperme, et enfin, le lait maternel. Est-ce que vous connaissiez ces associations, Louise? Apparemment, oui. Ouais. Bah, en fait, depuis l'Antiquité, on considère le lait comme du sang cuit et blanchi. Et en fait, donc voilà le lien avec le sperme et donc avec le sang. En gros, pendant la grossesse, le fœtus est nourri du sang maternel. Et après l'accouchement, ce sang qui servait à nourrir remonte donc aux mamelles de la mère où se produit une coction et le transforme en lait. Et donc c'est aussi pourquoi on veut favoriser l'allaitement maternel. Mais à ce propos, il faudrait surtout parler de la tradition musulmane dans ce rapport entre sang, sperme et lait. Donc dans le Coran, il y a une interdiction dans laquelle est indiqué qu'un homme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec toute femme qui est sa sœur de lait. C'est-à-dire que s'ils proviennent d'un parent différent, s'ils ont été nourris au lait de la même nourrice ou l'ensemble des femmes apparentées à la nourrice, ils ne peuvent pas avoir de rapport sexuel. C'est une notion d'inceste, en fait. C'est exactement ça, parce qu'en fait, selon cette religion, le lait des femmes sera en rapport direct avec la semence de leur partenaire. Et d'ailleurs, dans les premières communautés musulmanes, l'offre d'allaitement était un moyen pour les tribus du désert d'établir des liens de parenté avec les communautés sédentaires. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est pas en partie, c'est pas lié à ça uniquement, mais l'idée de la Oumma, ou la communauté, est née de cette idée d'établir des liens de parenté entre des groupes séparés par la culture, le mode de vie ou la hiérarchie sociale. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de connaître cette association justement entre sang, sperme et lait pour comprendre un peu plus la tradition musulmane. La Oumma, je rappelle que c'est l'ensemble de la communauté musulmane, l'empire qui est considéré comme la Oumma. Et là, Louise, tu parlais de la culture musulmane, mais on retrouve aussi dans des cultures dites primitives étudiées par les anthropologues cette association assez fréquente en termes de signifiants entre le sperme et le sang des règles. C'est-à-dire que très fréquemment, l'un et l'autre éjectés, on pourrait dire, de manière fréquente ou récurrente, et il y a une association qui fait que c'est assez intéressant à lire. Puis on pourrait, sur la symbolique et le rôle du sperme aussi, qui est dans plein de cultures, compris comme l'aspect nourricier, qui fait qu'un homme, pour devenir un homme, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils doivent avoir des relations homosexuelles, mais qui ne sont pas de l'homosexualité au sens où on l'entend aujourd'hui dans les cultures occidentales. C'est-à-dire que les plus jeunes doivent se nourrir du sperme des plus âgés pour eux-mêmes acquérir le sperme qu'ils n'ont pas en eux. Et c'est bon? Je ne sais pas, je n'ai pas goûté. Je n'ai jamais été malheureusement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc si à l'occasion d'un futur voyage j'y vais, je verrai ce qu'il en est. D'accord, c'est proposé au menu. C'est comme à Sparte à l'époque. Alors raconte-nous Sparte. À Athènes ou à Sparte à l'époque, il y avait aussi des relations homosexuelles, notamment pour éduquer les jeunes garçons à devenir des guerriers à Sparte notamment. Et il y a aussi cette idée, enfin l'Aristote l'avait justement théorisé, du sperme comme l'esprit. Alors parce que selon Aristote, le sperme est l'esprit et la femme est le réceptacle, le corps de la fabrication, mais où il n'y a pas d'esprit. Le seul esprit, c'est le sperme, c'est le mâle, quoi. Et pour l'autre livre là sur la religion chrétienne, c'est intéressant. Parce que là aussi, je parlais du sang noble des rois, mais dans la religion chrétienne, il y a le mythe du corps du Christ, et du sang du Christ, qui est donc le sang noble,
où il a donné son corps pour sauver Et puis l'humanité. il s'est sacrifié en étant C'est ça. supplicié sur la croix. Exactement. Et on voit généralement le sang à avec travers la lance. les... Voilà, tout à fait. la Donc lance, ça- plutôt les clous qui... Les clous et la lance, parce qu'à un moment, lui, il met une lance et il y a le sang qui coule. Et du coup, ça montre cet aspect-là du sang dans la religion chrétienne qui est assez présent. Et dans l'iconographie picturale, on trouve aussi souvent Saint Sébastien traversé par une flèche au niveau du cœur et du sang qui coule. Mais oui, dans la religion chrétienne, il y a énormément de vitraux, de symboles qui sont en lien avec le sang du fait du corps du Christ qui fait sacrifice pour l'humanité. Alors vous voyez comment, à partir d'un livre qui s'appelle Le sang donné et recevoir, on arrive à s'éloigner tout en restant autour de cette thématique. Donc, je voudrais à présent qu'on vienne vers un dernier sujet de notre débat. Louise nous parlait ou Gabriel parlait tout à l'heure des évolutions des lois sur qui peut donner ou qui est interdit au don du sang. Je crois que Louise avait des choses à nous dire là-dessus. Oui, je voulais revenir sur l'année d'abstinence et donc le flou vraiment autour de cette année d'abstinence, parce que c'est vrai que quand on se pose Tu nous la redonnes question... ce contexte d'année d'abstinence, c'est par rapport à quoi et pour qui? Donc en fait, comme Marisol Touraine l'avait annoncé, donc la ministre de la Santé, donc c'était l'idée qu'au printemps 2016, donc les homosexuels pourront donner leur sang après une abstinence de 12 mois. Une période qui, selon le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, permet d'assurer le même niveau de sécurité transfusionnelle que pour les donneurs actuels. Parce que oui, c'est vrai, effectivement, si on ne couche pas, il n'y a pas de risque, c'est logique, effectivement. Et donc, si on établit des données sur quelqu'un qui ne couche pas pendant 1 an, effectivement, on peut dire, les homosexuels, ils peuvent donner leur sang. Oui, tant qu'ils ne couchent pas, effectivement. Donc, en fait, cette loi, moi, je me souviens, j'avais fait un article dessus. J'avais donc fait un message au gouvernement. Je les avais appelés. Donc, ils étaient censés me rappeler. J'ai toujours pas eu de rappel, bizarrement. J'ai appelé une représentante de l'établissement français du sang qui a détourné le sujet sur le plasma, le don de plasma. Les homosexuels, il faut qu'ils donnent leur plasma. Parce que oui, le plasma, c'est important. Mais par contre, on ne répond pas à la question. Et je lui ai répété la question plusieurs fois, sous différentes tournures. Et je n'ai jamais eu ma réponse. Alors pourquoi? Donc parce que le problème, c'est qu'il y a cette stigmatisation des homosexuels, et qui consiste à dire que un homosexuel, forcément, depuis cette psychose qui est venue dans les années 80, avec l'affaire du sang contaminé, va forcément être plus dangereux qu'un hétéro qui pourrait très bien ne pas se protéger et aller voir partout ailleurs. Mais non, les homosexuels ont une vie beaucoup plus libertine, c'est bien connu, forcément. Alors, si on remet juste pour compléter ce que tu dis, donc effectivement, suite au scandale du sang contaminé, alors il faut quand même se rappeler, dans le contexte des années 80, émergence d'une nouvelle maladie, le sida, appelé dans les journaux dans les premiers temps le cancer gay. Il faut savoir qu'à l'époque, ça a touché principalement et majoritairement les homosexuels. Ça a fait des ravages incroyable dans ce qui s'appelait la communauté homosexuelle. Les gens qui à l'époque avaient 30 à 40 ans allaient quasiment chaque semaine au cimetière mettre en terre certains de leurs anciens amis. Donc c'était un vrai ravage. Donc à partir de là, une des mesures de précaution, on peut discuter est-elle pertinente ou pas, était de dire les homosexuels ne peuvent plus donner leur sang. Alors premièrement, n'y a-t-il pas là un paradoxe, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on sait qu'on est homosexuel? Uniquement par du déclaratif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un questionnaire et on répond oui ou non. Alors, c'est là où c'est totalement stupide, en fait. Stupide, je te laisse la responsabilité du terme, mais en tous les cas, c'est pas une garantie absolue, sachant que de toute façon, derrière, il y a depuis cette époque-là, il n'y a jamais de sang prélevé qui n'ait un test qui permette de déceler ou pas. Justement, alors, c'est ça, sachant que le risque, c'est toujours la période de latence pendant laquelle quelqu'un est contaminé et peut contaminer sans que ce soit détectable. Et pour moi, en fait, ce questionnaire, il est au même niveau que le questionnaire dans l'avion quand tu vas aux USA. Est-ce que vous voulez... de faire un attentat. Voilà. Oui, est-ce que vous avez des armes? Est-ce que vous droguez? avez des armes? Enfin, je veux dire... Est-ce que vous avez le sida aussi? Je crois qu'il y a ça. C'est ça, mais en fait, c'est... Oh, ils sont... Oh là là. Bref. C'est le même niveau parce que, je veux dire, même tout à l'heure, on l'a vu, si on a justement cette rémunération au niveau du don du sang, l'OMS qui dit « Ah, mais c'est un problème parce qu'effectivement, tout le monde va mentir. » Mais le fait qu'on soit encore à une époque où on dise que les gens peuvent mentir sur leur déclaration et qu'effectivement, on va pas voir quand on va voir la personne, on ne peut pas déclarer si elle est homosexuelle ou pas. Elle peut très bien mentir sur le papier. Donc, je veux dire, à un moment donné, moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas juste des tests sanguins. Alors, je ne sais pas si c'est un truc de rapidité parce qu'il faut donner tout de suite, mais dans tous les cas, je trouve ça stupide de limiter. Je pense qu'à l'origine, c'est une approche pragmatique de se dire on sait que c'est une population plus à risque que les autres.
on les exclut d'une manière déclarative, et derrière, les tests, ils sont faits. Parce que faire des tests sur du sang prélevé, ça a un coût aussi. Et comme tu le disais toi-même, l'organisation des dons de sang, ça coûte de l'argent. Donc si derrière, 50% du sang récolté est à jeter parce qu'il est contaminé, ça coûte plus cher. Alors, je ne sais pas pour les défendre. Hein, non, mais je comprends parce que justement, l'explication pragmatique me semble. Qui démontre aussi parce que, donc, effectivement, il y avait une enquête presse gay lesbienne qui avait fait. Donc, l'INVS avait fait une enquête en 2011. Et Institut national de veille sanitaire. C'est ça. Et comparé à leur enquête de 2004, en fait, la part des homosexuels se déclarant positifs a augmenté de 4%. Donc en fait, ils se sont déclarés majoritairement être beaucoup investis dans les modes de vie communautaires axés sur la liberté sexuelle. Mais à l'inverse de ça, il y a 53% de ceux qui n'étaient pas touchés par le VIH qui avaient un partenaire stable ou une moyenne de 7 partenaires sexuels par an. Donc effectivement, il y a une augmentation de la prévalence au VIH chez les homosexuels. Par contre, il ne faut pas oublier que plus de la moitié des personnes contaminées par le VIH sont aussi hétérosexuelles. Et il y a puisqu'elles représentent beaucoup plus dans la population, malgré tout. Il y a aussi ça. Mais il y a un autre bulletin épidémiologique de l'INVS qui montre en fait que les homosexuels, justement, comme il y a eu cette idée qui sont beaucoup plus redoutables justement pour les dons du sang, beaucoup plus d'homosexuels vont faire des recours au dépistage. Alors que chez les hommes hétérosexuels, 4 sur 10 ont seulement recours au dépistage après l'apparition des symptômes et ne se sont diagnostiqués, que par rapport au stade SIDA, ils ne se sont toujours pas diagnostiqués. Donc effectivement, il y a plus de risques chez les homosexuels, mais le fait de savoir qu'il y a plus de risques, ça induit un comportement plus sécuritaire que chez les hétérosexuels. Et il y a une hausse aussi au niveau des hétérosexuels. Donc, aussi, il faudrait peut-être une sociologie différenciée, c'est-à-dire qu'on dit les homosexuels, ceux qui ont des comportements libertins, pour reprendre l'expression que tu utilisais tout à l'heure, sont peut-être pas ceux qui spontanément vont aller 70. Faire du don du sang. Donc là aussi, faire une grande catégorie, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent. Gabriel voulait ajouter quelque chose, je crois. Oui, non, mais tout à fait là-dessus. Ce que tu dis, ça date des années 80, où à l'époque, oui, c'était le majoritaire, mais depuis, comme a dit Louis, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi d'hétérosexuels qui ont le sida ou d'autres maladies, donc il faudrait faire, qu'on fasse la prévention, c'est bien, et qu'on essaye de limiter au maximum les risques, mais il faudrait faire ça pour l'ensemble de la population. Pourquoi pas, par exemple, demander qu'avant un don du sang, la personne fasse des examens complets pour savoir s'il a, je sais pas, le sida ou d'autres maladies. Par exemple, ça faire des examens, ça coûterait de l'argent aussi. Oui, mais qui coûterait de l'argent à la personne et pas parce que tu dis que ça coûtait cher de faire ça après. Donc si on le fait à la fin du fin, vu le système social en France, c'est la sécurité sociale qui paye, voilà, donc c'est nous. C'est ça. Il y a aussi un problème, c'est la question de la fenêtre silencieuse. Donc la fenêtre silencieuse, c'est les 10 jours où le VIH est indétectable dans le sang collecté. Et donc, en fait, il y a donc l'avocat général Mengonzi qui, en 2014, a dit devant la Cour de justice de l'Union européenne: laisser s'écouler la période pendant laquelle le virus n'est pas détectable avant de tester le don du sang permettrait de se rapprocher considérablement du risque zéro. Et en fait, il avait souligné l'incohérence de la réglementation française au sujet du don du sang des homosexuels. Il n'existe pas de contre-indication spécifique visant une femme dont le partenaire aurait des rapports sexuels avec d'autres hommes. Par ailleurs, une personne dont le partenaire est séropositif ne fait l'objet que d'une contre-indication temporaire de 4 mois, alors que dans un tel cas, l'exposition au risque est réelle. Là, en fait, ça montre qu'effectivement, on est dans un truc où on a peur donc de la communauté homosexuelle, mais en termes de prévention, il n'y a rien qui est fait, que ce soit la fenêtre silencieuse et aussi le préservatif. Parce que aussi, la même enquête de presse gay et lesbienne avait rappelé que l'usage systématique du préservatif concerne près de 60% des répondants séronégatifs, mais s'avère moins fréquent chez les autres répondants. Depuis 1997, cet usage a diminué, passant de 68% à 47%. C'est ce qui contribue d'ailleurs à la non-baisse ou à la stabilisation, voire à l'augmentation des contaminations. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de prévention sur le préservatif. En tout cas, il y en a très peu, il n'y a pas assez de communication. Il y en a moins que dans les années 2000, voilà. Effectivement. Et la population la plus jeune, les adolescents d'aujourd'hui, n'ont pas la même information que les adolescents d'il y a 10 ou 15 ans. Et c'est là où j'aimais justement ce qu'avait fait Ségolène Royal, d'aller dans les lycées, faire de la communication dessus et distribuer des préservatifs, parce que on est encore en termes d'éducation sexuelle très très arrêté dans les lycées français, je trouve. Pour faire un peu une synthèse, est-ce que malgré tout, ce qu'a mis en place Marisol Touraine, est-ce que ça vous paraît une petite avancée, une avancée symbolique, un recul, rien à faire
C'est Gabriel. pas un recul, mais c'est parce mais c'est une avancée symbolique, on va dire, mais qui est pas très efficace en soi. C'est-à-dire, elle a voulu faire un geste en disant que ils étaient pas aussi discriminés qu'on disait, mais en soi. Pour Mais est-ce que ces c'est pas un populations-là, premier pas ça change. aussi? Oui, c'est peut-être un premier pas, mais si ça suit après, on verra. Parce que pour l'instant, elle a pas dit qu'elle allait ensuite faire une loi. Elle n'est pas sûre d'être là dans très longtemps. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est uniquement symbolique et qu'il n'y a aucune efficacité parce que donc la valeur On te sent scientifique. remontée et virulente. Ah oui, non, mais parce que j'ai demandé plusieurs fois quelle était la valeur scientifique et bizarrement, j'ai pas trop eu de réponse, à part de dire que dans certains pays, effectivement, ça marchait comme ça. Oui, alors d'accord, la comparaison de dans certains pays, c'est comme ça, c'est gentil, mais ça ne répond toujours pas à la valeur scientifique. Et surtout, moi, ce que je trouve totalement illogique dans cette loi, un an d'abstinence, bon, ok, très bien, mais si on base les données sur un an d'abstinence chez des homosexuels, bien évidemment, ça paraît logique qu'il n'y a aucun risque. Je veux dire, si on veut établir des données, c'est sur des homosexuels qui couchent et pas des homosexuels qui ne couchent pas. Parce que quand ils vont recoucher, je veux dire, et à un moment donné, il n'y a pas de logique en fait dans cette loi. Enfin, après, En peut-être plus, que c'est si on moi devait qui être m'énerve. logique, peut-être que l'abstinence devrait aussi porter sur les groupes hétérosexuels. On est totalement d'accord. Certaines Dernière personnes dis- que je connais qui pourraient faire des dons du sang sans problème, parce qu'au niveau abstinence, ils sont au top. Tu veux donner les noms? Non. Autre discrimination qui existe pour le don du sang, mais on ne va pas en discuter, c'est passé un certain âge, il n'est plus non plus autorisé de donner son sang. Ah, je savais pas, c'est vrai. Oui. Ah, quel âge? Je sais plus, je crois que c'est au-delà de 62 ou 65 ans. Pourquoi? D'accord. Parce que le sang il est vieux. D'accord, c'est débile, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est quoi l'explication? Parce que le sang il se renouvelle tout le temps, donc que t'aies 62 ou 20 ans, c'est pareil. Je pense que ça doit venir d'une prévalence avérée de certaines pathologies Ouais. possibles et que par mesure de précaution, après on vit dans une société où la précaution l'emporte parfois sur le pragmatisme. Alors voilà, ainsi se termine notre débat sur le don du sang. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission où nous conseillerons idées de sortie, de distraction ou de lecture. En attendant, voici une courte pause musicale. Je vous propose d'écouter un extrait de Modern Love de David Bowie qui figurait dans la bande originale de Mauvais Sang, un film de Léos Carax. On se retrouve juste après avec Louise et Gabriel. I know when to go out, know when to stay in, get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave my bye. But I try. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave my bye. But I try. Never gonna fall. Walks beside me, walks on by, gets me to the church on time. Terrifies me, makes me funny, puts my trust in God and man. De retour pour les propositions culturelles du jour avec toute l'équipe Délivrez-vous. C'est la carte blanche, libre et sans contrainte. Seul objectif, intéresser les auditeurs, les inciter à suivre nos choix. On se retrouve après le jingle. Délivrez-vous. Deuxième partie. Les propositions culturelles de nos chroniqueurs. On commence avec Gabriel. Que nous conseilles-tu? Livres, destinations voyage, expo, musée? Allons-y. Même si les vacances d'été sont passées, on va commencer par la destination voyage, parce qu'on peut très bien le faire aux vacances de la Toussaint. À Noël, il fait un peu. C'était pour parler de la Croatie, notamment. Alors en Croatie, il y a des grandes destinations comme par exemple Dubrovnik, Split. Voilà, c'est ça, qui sont les plus connues.
Mais il y a aussi une ville comme Pula, par exemple, qui est une destination aussi prisée, mais un peu moins que ces deux grandes villes, et qui, malgré tout, est assez intéressante. Enfin, je parle pas de la ville en tant que telle, mais de la région de l'Istrie. Donc, je vous rappelle que c'est la région qui se trouve en dessous de la Slovénie et à côté de l'Italie, et en face de Donc Venise. au sud et à l'est de Venise. C'est ça, exactement. Et que du coup, je disais que ce qui est intéressant, c'est surtout d'observer la région de l'Istrie, qui est pas très connue, on va dire, à part Pula, et intéressante du fait qu'il y a des paysages assez variés et que on peut s'y balader facilement en voiture en une journée. On peut faire en 2 jours, on peut faire à peu près le tour. Est-ce qu'on y trouve des monuments antiques? Oui, bien sûr, il y a plusieurs. Il y a un site antique dans la région de l'Istrie. Il y a aussi des monuments. Un amphithéâtre, me semble-t-il, à Pula aussi. Oui, à Pula, oui, exactement. Et notamment un amphithéâtre assez bien conservé, je trouve. C'est les amphithéâtres en fait qu'on voit notamment à Rome ou à Athènes et qui sont très bien conservés. C'était les amphithéâtres qui servaient aux jeux à l'époque et tout ça. Louise, tu connais la Croatie? Non, j'en ai beaucoup entendu parler. Il faudrait que j'y aille un jour. Est-ce que ce que vient d'en dire Gabriel te donne envie d'y aller? Il n'a pas eu besoin de parler pour me donner envie d'y Et aller. il y a aussi les plages, j'ai oublié. Il y a Mais des oui, très pareil belles qu'il y a des criques, il y a très des belles très belles plages, plages. ouais. Il n'y a pas de sable sur les plages, il y a des galets. Mais par contre, c'est assez agréable d'y faire un tour. Alors, Louise, sur ces plages de Croatie, que pourrait-on faire? Que pourrait-on voir? On pourrait lire. Lisons. Très bien. Moi, je vous conseille donc une œuvre qui est donc sortie en 2011 et donc qui est autour de 3 tomes et qui en fait dont le premier tome est ressorti en livre de poche cet été et ça s'appelle Silo. Donc c'est une œuvre de science-fiction pour changer et Silo c'est en fait un monde post-apocalyptique où toute l'humanité est en train de vivre dans un silo de 144 étages. Donc bien évidemment plein de références ici, donc que ce soit Snowpiercer notamment avec le train qui intègre toute l'humanité, cette idée de hiérarchie sociale. Il y a aussi eu un film d'ailleurs qui reprend un peu cette thématique, je crois avec Tom Hiddleston, qui s'appelle High Drive. Je suis plus trop sûre du titre, il faudra revoir sa filmographie, et qui justement établit cette hiérarchie sociale. Donc là, l'idée c'est que on a plus. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce livre, c'est qu'on suit plusieurs points de vue. Parce qu'à chaque fois, le point de vue premier se termine par la mort du personnage dont on suit l'évolution. Oui, c'est morbide, effectivement. Et ça nous dit exactement dans quoi on va se plonger, c'est-à-dire un silo où l'humanité est enfermée parce que l'air est toxique. Enfin, c'est ce qui est dit et c'est ce qui est enseigné. Il y a quelque chose qui est enseigné, c'est qu'il ne faut pas sortir. Donc, l'une des grandes lignes de la SF, ne pas sortir. Donc, on peut aussi faire référence donc à Cloverfield 10 Lane, donc la suite de Cloverfield, où justement il y a cette idée qu'il ne faut pas sortir parce que l'air est toxique et en fait où on se demande si l'air est réellement toxique. Et on ne le sait pas parce que les personnages meurent, parce qu'en fait, si on parle de l'idée de sortir, ou si on parle d'enfreindre les règles, ou si on parle de révolution, forcément, on se retrouve dehors. Donc ça s'appelle Silo, c'est ça? Silo. Et l'auteur? Hugues Howey. C'est intéressant comme thème, je trouve, parce qu'il y a beaucoup comme des Snowpiercer que j'avais vu ou d'autres trucs comme ça qui parlent de ça, que dans le futur, il y aurait, on serait enfermé dans des trains ou d'autres choses et qu'on pourrait pas sortir. Ouais. Et du coup, c'est intéressant et ça fait aussi, je trouve, une satire un peu sur la société actuelle. Avec La société de surveillance aussi, ça, notamment. Exactement. Cette idée de clôture. Ouais. Et Marc, je sais que toi, t'aimes bien aller au cinéma, donc tu nous as sûrement vu un film il y a pas longtemps dont tu as envie de parler. Alors, je vais vous conseiller 2 films. Le premier de François Ozon qui s'appelle Franz, qui est sorti récemment. Alors, c'est un film en noir et blanc, en allemand, sous-titré. Ça pourrait ne pas attirer, et pourtant c'est très bien. Alors François Ozon, c'est un jeune metteur en scène, enfin peut-être plus si jeune que ça, une 40aine d'années. Parmi ses films, j'ai envie de citer 8 femmes, Sitcom, Potiche, Jeune et jolie, Sous le sable, Swimming Pool. Dans la maison aussi, qui est Oui. parfait. Alors c'est pas forcément celui que je préfère, mais Ouais. en tous les cas, 8 femmes et Sitcom, je pense que c'est vraiment ce que je mets au top niveau. Et puis Sous le sable pour Charlotte Rampling. Donc Franz, c'est avec Pierre Ninet, très sobre.
et Paula Beer, une actrice allemande. Donc ça se passe juste après la guerre de 1918, juste après l'armistice. Il y a un jeune homme, Adrien, qui vient en Allemagne sur la tombe de Franz, dont l'ex-fiancée, Anna, habite toujours dans le village. Franz, il est mort à la guerre. Et donc Adrien, chaque jour, il revient, et puis un jour, il va croiser Anna, il va rencontrer les parents de Franz. C'est toute une histoire entre cet amour mort à la guerre et une sorte d'amitié. Alors amitié, amour, difficile à savoir, vous verrez dans le film, entre Franz et Adrien. Mais le film s'est s'interroger, qui est cet Adrien ? Parce qu'après, il repart, il est en France, Anna va venir en France, va petit à petit creuser le mystère. Est-il totalement sain ? A-t-il inventé ? Où est la part de la réalité ? Où est la part de l'illusion ? Est-il atteint d'une maladie psychologique ? Beaucoup de questions, un très beau film. Alors dans un genre totalement différent, un peu plus déjanté, un peu plus actuel, je vous propose Victoria de Justine Triet, avec Virginie Efira et Vincent Lacoste. C'est une avocate, elle est un peu perchée, elle court plein de causes, elle est divorcée, et puis elle cherche un babysitter pour s'occuper de ses 2 petits-enfants qui sont un peu laissés à l'abandon. Elle va trouver un dealer qu'elle avait défendu dans un procès, qui va venir faire le babysitter. Donc c'est Vincent Lacoste. Alors entre les deux, une petite différence d'âge, on ne sait pas vraiment qui est le plus mûr des deux. Et ça va être très drôle. C'est vraiment une comédie. Alors il y a un peu une histoire d'amour qui va se lier. Évidemment, vous devinez que c'est entre Virginie Efira et Vincent Lacoste. Ils sont tous les deux excellents. C'est un peu une sorte de feel-good movie. On sent plutôt bien. Alors c'est pas le chef-d'œuvre, mais on sort de là plutôt heureux. Est-ce que vous avez vu un de ces 2 films ? Non plus. Non plus. Alors Gabriel, Ça donne envie d'aller voir. un deuxième conseil. Allez, on va parler un peu dans l'actualité avec Jacques Chirac qui en ce moment malheureusement pour lui a quelques petits problèmes De santé. de santé, même des gros. Et malgré tout, il va y avoir au musée du Quai Branly l'exposition sur Jacques Chirac consacrée à lui. Et je pense, et je conseille à nos auditeurs d'aller voir cette expo. Parce Je que rappelle que le musée du Quai Branly, c'est lui qui l'a voulu Oui, et c'est ça. qui a fait en sorte qu'il soit là. Et ça doit être à peu près les 10 ans, me Oui, semble-t-il. c'est les 10 ans cette année justement du musée. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une expo sur Chirac pour fêter les 10 ans. Et une expo qui retracera sa vie entière, pas que son action de président, mais Est-ce que c'est une expo sur Chirac ou est-ce que c'est une expo sur le rapport de Chirac aux arts primitifs ? Oui, il y a surtout, il y aura forcément enfin, à mon avis, c'est une expo globale, mais ils mettront l'accent quand même sur les arts primitifs, étant donné que un sujet très. Il faut rappeler que Chirac était passionné de tout ce qui est art primitif et pas que d'ailleurs, le Japon aussi, et que il avait une très grande culture de. Ne faisons pas d'amalgame, le Japon n'est pas forcément primitif. Non, c'est pour ça que j'ai dit et le Japon et que je mettais pas les deux ensemble. Et que du coup, ouais, là-dessus, il avait une culture très grande et il se passionnait vraiment pour les arts primitifs. Il avait même une collection chez lui, donc d'objets primitifs donc qui s'intéressent vraiment. Mais je crois que c'est une expo intéressante vraiment pour voir le personnage Chirac, pas que le président de la République, mais la vie de l'homme qui moi, en tant qu'historien et passionné de politique, m'intéresse. D'accord. Et on rappelle qu'au musée du Quai Branly, c'est les derniers jours de l'exposition Persona dont Louise nous avait parlé il y a quelques mois. Oui. Donc Très bonne profiter des derniers jours. exposition où justement la notion, la définition de ce qu'est l'être humain est remis à plat à travers donc forcément les arts primitifs, donc dans la logique du Quai Branly, mais aussi à travers donc l'exposition d'expériences qui ont été faites, par exemple sur des personnes qui ont été enfermées dans le noir pendant un bon bout de temps et qui ont cru voir des personnes, donc sur la perception de ce qu'est l'être humain et notamment aussi donc de l'intelligence artificielle et donc la notion en fait d'être humain qui est relatée par rapport à la gêne qu'il y a notamment par rapport à certains robots qui sont extrêmement évolués, alors pas en termes d'intelligence artificielle mais plus sur la forme et qui gênent justement. Il y a une théorie qui évoque l'idée que plus ça se rapproche de l'être humain mais pas assez, plus ça gêne l'être humain parce que ça rappelle cet effet un petit peu zombie ou cadavre. Donc c'était extrêmement intéressant et je la conseille vraiment. Encore. Encore et encore. Et Louise, un deuxième conseil, je crois. Oui, alors là c'est une série qui est sortie récemment et qui a On été... reprend les habitudes des Louise et les séries. Il y a Ah oui. Louise côté geek et Louise et les séries. C'est ça.
sur Netflix. On va dire que j'en regarde beaucoup, c'est pratique. Donc une série qui a été réalisée par les Duffer Brothers et donc Stranger Things, qui est une série hommage aux années 80. Donc en fait on suit un quatuor, ou plutôt un trio de garçons de 11 ans, parce que le 4e garçon se retrouve perdu, comme ça, dès le premier épisode, sans qu'on sache véritablement pourquoi. On devine qu'il y a une créature monstrueuse qui fait partie du petit village où on suit donc le trio de garçons qui va partir à la recherche de leur 4e ami et qui vont faire la rencontre d'une jeune fille évadée. Donc on pense qu'elle s'est évadée d'un camp, on faisait des expériences sur elle, on en découvre un peu plus après, qu'il surnomme Eleven et qui est jouée extrêmement bien donc par l'actrice Molly Bobby Brown. Et donc en fait, on va suivre donc l'histoire de ces 4 personnes qui vont avoir affaire à ce qu'on appelle le monde à l'envers, une sorte de cimetière des enfants où se cache justement cette créature monstrueuse. Donc ici, c'est assez intéressant parce qu'on a des références Lovecraftiennes avec l'allégorie justement des créatures horrifiantes et ce monde des abysses, cette idée de toute puissance donc qui se situe dans le monde à l'envers. Donc ça nous fait un petit peu penser à Cthulhu, mais aussi toutes ces références aux années 80 qui a fait le succès de cette série. Par exemple, si on voit le film Stand By Me qui a été inspiré de l'œuvre de Stephen King, on suit effectivement un quatuor de 4 garçons comme ça qui part à l'aventure. Il y a aussi le film Super 8 qui est sorti il y a quelques années où on suit aussi un quatuor de garçons et avec une fille qui essaie de réaliser un film de science-fiction avec des aliens et se retrouve vraiment envahi avec d'autres aliens. Et ici, alors, il y a plusieurs références. Il y a E.T., il y a The Goonies, il y a Stand By Me. Donc toutes les références aux années 80 sont ciblées. C'est assez impressionnant. Donc je vous conseille énormément cette série. Voilà. Tu nous en rappelles le titre ? Stranger Things. Ok, je crois que Gabriel voulait nous parler rapidement d'une émission télévisée. Donc c'est le nouveau format. Avant c'était Envoyé spécial, maintenant c'est Élise Lucet qui a repris le créneau du jeudi soir sur France 2. Et elle fait beaucoup, on connaît Élise Lucet qui est assez engagée dans tout ce qui est... Pièce à conviction. Ouais, enfin ça s'appelle pas comme ça, mais oui, c'est pièce où elle fait des enquêtes assez poussées sur des choses qui la dérangent dans la société. Et souvent elle remue la merde, comme on dit, désolé pour l'expression, mais elle va vraiment chercher loin. Et donc là, il y a, jeudi dernier, c'était sur... une partie de l'émission était sur l'affaire... Big Malion, qui je rappelle avait touché à l'époque la campagne de 2012 le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy pour l'UMP à l'époque. Mais dans le reportage, donc elle se fixe vraiment sur la personne qui a été accusée en premier, c'est-à-dire Lavrieux. Non, c'est pas Lavrieux, c'était celui qui gérait son nom m'échappe, mais qui gérait l'aspect des meetings et qui disait en fait, qui montrait la surenchère et des factures qu'on lui faisait mettre en plus. Et à chaque fois, il fallait faire de plus en plus de meetings. Et en fait, donc j'invite les gens à vraiment le voir pour ceux qui s'intéressent à l'affaire. Parce qu'on voit très bien, et lui, il apporte les preuves, que Sarkozy était obligatoirement au courant de cela, puisqu'il a reçu des SMS où on lui disait, et pas que des réunions, où on lui disait attention, les comptes commencent à être dans le rouge et que ça l'a pas empêché de continuer à faire ses meetings. Et on parlait aussi de Jean-François Copé qui lui dit qu'il n'était pas au courant, mais quand on est président d'un parti, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est surtout moi pour revenir sur le fait que le reportage est très bien fait et on voit très bien comment la machine, l'engrenage a été mis en place et pourquoi en fait on comprend mieux comment ça se fait que à la fin ils aient dépassé de plusieurs millions le budget initial de la campagne. C'est quand on est pris dans l'engrenage pour gagner l'élection, forcément on est prêt à faire quelques détournements. D'accord, merci. Voilà, on arrive au terme de ce 13e numéro des Livrez-vous. Je tiens à remercier mes chers chroniqueurs qui m'ont encore une fois brillamment accompagné dans ce numéro de rentrée. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez apprécié notre débat et nos propositions culturelles. Vous pouvez nous retrouver sur le blog Culture Tous Azimuts à l'adresse http://culture-tout-azimut.over-blog.com et je vous donne rendez-vous à très vite pour le 14e numéro des Livrez-vous où il sera question de mariage et d'engouement pour ce rituel, cette institution. Ciao, à bientôt. À bientôt. Ciao.